Bonjour à tous et bienvenue. Voici notre sommaire. Aujourd'hui, c'est plutôt famille et bien-être. Vous l'avez désiré, vous l'avez attendu, votre bébé vient de pointer le bout de son nez que déjà votre couple vacille. On en parle dans un moment. Ensuite, pour les familles qui s'agrandissent, le prochain arrive et le plus grand est jaloux. C'est également un sujet d'aujourd'hui. Arrive ensuite Atman qui va tester pour nous la réflexologie plantaire. Nous allons voir si ses pieds ont été malmenés ou non. Et d'autres points santé aujourd'hui portera sur les déos. Sont-ils cancérigènes? Vous êtes sur Média TV dans On se dit tout et on va se dire beaucoup de choses ce matin. Bonjour, merci. Et donc voilà, nous sommes installés pour vous recevoir pour notre numéro d'aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses. On va parler de couple, on va parler de fratrie, on va parler de santé et on va parler de réflexologie plantaire. Docteur Nora Sophie, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes radiothérapeute. Et avec vous, cette question, les déos sont-ils cancérigènes? Eh bien, nous allons y répondre ce matin. Rita Alami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous aider à préparer l'arrivée du deuxième dans la fratrie. Quand le grand est jaloux, comment faut-il gérer? Comment peut-on gérer? Quelle est la place et le rôle de cette jalousie? Est-ce qu'elle a un rôle justement dans la construction des relations familiales? On en parlera avec vous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Et à côté de vous, Sarah Barada, psychologue clinicienne. Bonjour. Merci Sarah d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous de me recevoir. Alors, l'histoire des couples, c'est vous qui allez vous en charger. Lorsque bébé pointe son petit bout de nez et que le couple va mal, lorsque l'arrivée de bébé met à rude épreuve les relations conjugales, on en parlera avec vous aussi. Et on commence par ce sujet, justement. À tout de suite. Voilà, c'est un sujet, on va dire, les parents s'attendent rarement à vivre un tremblement pareil. Bon, un tremblement parfois, oui, ça peut pousser à quelque chose de beaucoup plus grave. Lorsque l'arrivée de bébé secoue le couple, on en parle avec vous, Sarah Barada, psychologue clinicienne. Pour commencer, on va prendre le témoignage d'une coach de vie et on revient en studio, ok? À tout de suite. L'arrivée d'un bébé est un événement heureux, aussi bien pour les parents que pour les grands-parents, pour les amis. Cette venue au monde du bébé est censée renforcer et consolider la relation du couple. Seulement, ce qui se passe, c'est que cette venue au monde du bébé, évidemment, crée un changement au sein du couple. La situation, elle est nouvelle pour les parents, qui oublient justement que de couple conjugal, ils sont devenus couple parental. Du coup, leurs habitudes changent, leurs repères changent, leur rythme de vie change. Et ce changement-là leur fait peur aussi dans la mesure où ils n'arrivent plus à sortir comme avant, en tête-à-tête par exemple, à avoir des week-ends à deux, en tête-à-tête. Il faut juste se mettre en tête que tous les couples connaissent cette situation, que tous les couples ont vécu ça ou bien le vivent toujours, que c'est pas dramatique, que c'est pas un désastre, que le petit bout de chou va grandir, que cette situation dans laquelle ils se trouvent, je parle des parents, et qui leur fait peur, encore une fois, ne va pas rester trop longtemps. Il ne faut pas oublier que notre bébé est notre fruit, notre conception, qui a besoin de nos soins, qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et donc, pour réussir cette mission, nos parents avons besoin de s'occuper l'un de l'autre et respectivement. Donc voilà, il faut passer du couple conjugal au couple parental pour bien gérer la situation. Vous êtes d'accord, Sarah? Tout à fait. C'est bien ça? On passe en fait d'un couple justement marital à une coparentalité. C'est-à-dire que l'arrivée d'un bébé chamboule bien sûr l'équilibre conjugal. Il y a un remaniement qui va se faire sur 3 niveaux. D'abord individuel, c'est-à-dire que quand il y a un bébé qui arrive, chacun des parents va vivre un chamboulement. C'est-à-dire que la mère peut revivre des traumatismes infantiles, par exemple dans une relation entre elle et sa mère. Le mari, lui, se retrouve d'une situation de jeune mari à papa, avec toutes les responsabilités que ça induit. Ensuite, il y a un remaniement de couple, c'est-à-dire que le couple en lui-même se retrouve avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de changements,
certaines crises, beaucoup de fatigue. Et enfin, troisième remaniement, c'est le remaniement du couple avec l'environnement social. On a moins de temps pour l'entourage, on n'arrive pas à se faire comprendre de l'entourage. Donc voilà, c'est ces 3 remaniements qui apparaissent. Effectivement, ça chamboule le quotidien du couple. Alors, en même temps, très peu de médias parlent de cette préparation, de cette crise qui peut arriver. En général, qu'est-ce qui est communiqué, qu'est-ce qui est médiatisé? C'est le côté glamour de l'arrivée de bébé, les préparatifs, les tendances mode, ce qu'il faut acheter pour l'arrivée du bébé. Mais voilà, comme ce bébé concrétise l'amour entre ces 2 personnes, et c'est vrai, c'est le cas, mais on aborde rarement ce volet crise. Et puis même la société n'en parle pas beaucoup, même les parents, l'entourage, la famille n'en parle pas beaucoup. Mais donc on se dit, face à la crise, finalement on est fragile, et finalement peut-être qu'on n'était même pas fait pour se marier, pour avoir cet enfant. Je pense qu'effectivement, la société n'a pas envie de faire peur à ce jeune couple qui va être parent, n'a pas envie tout de suite de leur mettre tout ce qui peut aller mal dans le couple. Et à côté, les parents, tant qu'il y a une bonne communication, une bonne préparation de justement l'arrivée de ce bébé, je pense que tout se fera naturellement. C'est-à-dire que le plus important dans un couple qui va avoir un enfant, c'est la communication, c'est l'entente, c'est la préparation tout simplement à l'arrivée d'un bébé. Donc se préparer. Tout à fait. Se préparer, c'est pas acheter la poussette, le nécessaire. Non, se préparer, c'est quoi? Se préparer psychologiquement. C'est-à-dire se préparer à passer d'un duo à un trio, se préparer à donner de son temps à une tierce personne, parce qu'on peut voir à l'arrivée du bébé que le papa va être jaloux, parce que la maman passe plus de temps avec bébé. Donc il ne faut pas oublier... Et ça, les mamans ne le comprennent pas du tout. Comment il peut être jaloux de son enfant, de sa fille, de son fils? Enfin, c'est pas possible. Il a l'impression que bébé prend sa femme. Et donc il se dit... mais ça devient bébé, ça ne devient pas... C'est pas ça. Son bébé. Tout à fait. C'est le bébé de ma femme. Et puis moi, où est ma place? Donc du coup, il a du mal à trouver cette place. Et justement, c'est là où est l'importance de la vie de couple, avant la vie de parents. C'est-à-dire que c'est le couple qui crée l'enfant, pas l'enfant qui crée le couple. Mais quand vous dites c'est important la vie de couple, avec l'arrivée de bébé, bien sûr. Mais le bébé ne dort pas, on est fatigué, on n'a pas le temps. Enfin, au début, on est presque esclave de ce petit bout de chou parce qu'il y a tous ces chamboulements. On va prendre le cas de la femme, par exemple, chamboulements hormonaux, etc. Et donc, c'est pas facile de s'occuper et de son bébé et de son couple. Non, c'est pas facile, mais c'est pas infaisable. C'est-à-dire que la maman, même si elle est fatiguée, elle va essayer quand même de prendre 1 ou 2 heures pour son couple. Le mari va aider. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent, celles qui sont en pleine couche maintenant et en plein biberon et allaitement. Le mari aussi doit être beaucoup à l'écoute, doit aider aussi la maman. Il doit être là pour aider, changer des couches, apporter son soutien, ne serait-ce que le soutien psychologique. Et justement, ne pas avoir autant d'attentes par rapport à sa femme. C'est ça. Qu'il n'en a quand elle n'avait pas de bébé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un bébé, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie. Ok, alors je vais vous poser la question d'une autre manière, et peut-être même en accusant peut-être directement les hommes, mais est-ce que c'est cette attente excessive de la part du mari, du père, du jeune père, c'est ce qui crée cette tension? C'est parce que la jeune maman, la jeune épouse n'est pas disponible, mais parce qu'il y a une pression en face? C'est ça qui crée ces problèmes? Ça peut être une des causes? Une des causes de cette crise, justement. Il ne faut pas oublier non plus qu'en chaque adulte sommeille un enfant. Donc le papa, il a aussi son enfant intérieur qui parle. Et il se dit, mais j'ai autant de responsabilités, alors que moi, j'ai encore envie d'être ce petit enfant et j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Donc du coup, il met beaucoup d'attentes. Et la femme, à un moment, elle gère plus. Elle ne gère plus parce qu'elle se retrouve avec un bébé, un mari qui en demande trop, s'occuper de la maison. Donc, à un moment donné, la femme n'en peut plus et dit stop. C'est ça. Rita Elami, justement, vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez des couples, des femmes qui viennent, ou des femmes aussi qui viennent vous consulter en état de saturation après l'arrivée d'un bébé?
Ou en problème de couple, problème conjugaux? Ah oui, oui, énormément. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sarah, ça chamboule absolument le couple si ce n'est pas toute la petite famille. Et donc, on a beaucoup de souffrances, beaucoup de questionnements. Il faut savoir que la maman, pendant les 7-8 premiers mois, elle est dans ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire que l'objet qui prime est le bébé. À partir de là, toute son attention, consciente et inconsciente, elle est fixée sur ce bébé-là. Et par conséquent, c'est vrai que le mari, il passe en second. Et on a donc beaucoup de frustration, on a beaucoup de questionnements. Souvent, j'entends de la part du papa, il y a une phrase que j'entends assez souvent, ce qui compte pour elle, c'est son fils. Ce qui compte pour elle, c'est sa fille. C'est ça. C'est pas ma fille, c'est sa fille. Donc ça veut dire que quelque part... comprendre, moi, cette dissociation entre le père et l'enfant. Voilà, ça devient... le fils, la fille de l'épouse. C'est passager, surtout, notamment, ça arrive pour le premier enfant. C'est ça. Pour le premier enfant, parce que tout est nouveau et on ne sait pas trop à quoi s'attendre et ça va durer combien de temps et ça va se passer comment. Après, il faut remettre et donner la place à chacun. Parce qu'il ne faut pas non plus, par exemple, avoir un bébé qui va rester à dormir avec sa maman jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là, on comprendrait que le papa soit jaloux. Quoi. Voilà, messieurs, au début, essayez de tempérer, essayer de collaborer, essayer d'être patient. Ce genre de soucis, de crise arrive. Voilà, l'idée aussi d'en parler aujourd'hui, c'était de dire aux jeunes couples qui vivent cette situation, ne vous précipitez pas à prendre des décisions radicales, parce qu'il y a beaucoup de divorces, visiblement, aussi après l'arrivée d'un premier enfant. Prenez le temps de comprendre la crise, soyez patient, ça va passer, discutez. Ouais. Surtout beaucoup de communication, tout à fait. Beaucoup de communication, beaucoup de paroles, beaucoup de patience. Alors, docteur Nora Sophie, un petit mot par rapport à ce sujet? Moi, je voudrais savoir, c'est-à-dire sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit consulter avant l'arrivée du premier bébé ou on regarde, on c'est pas nécessaire? On regarde. Alors, consulter avant l'arrivée du premier bébé, c'est pas nécessaire. Et comment se préparer? Il faut communiquer. Il faut être lucide, en fait. Voilà, il faut être très lucide. Il faut être lucide. Il faut lire beaucoup oui, il faut surtout accepter le changement. Se dire qu'il va y avoir un changement à vie. Ouais. Et se dire qu'on va l'accepter et on va tout faire pour gérer cette phase qui est très difficile. La première année de bébé est souvent la plus difficile. La première année du premier bébé. Oui, première année du premier bébé. Mais parce que tout est nouveau, en fait. C'est ça, tout est nouveau. On n'a jamais eu un bébé, à part les frères et sœurs qu'on a eus. On n'a jamais eu un vrai bébé à nous, c'est-à-dire un bébé à plein temps. Donc, il faut se préparer à ce changement qui est conséquent. Alors, Sarah Berada, on a 2 questions pour vous. On a un jeune papa, Qasim, qui nous dit, il a 28 ans, depuis que notre bébé est arrivé, ma femme ne me regarde plus. Que dois-je faire? Un relooking Lui proposer tout simplement de faire une sortie en amoureux, d'essayer de se parler. Ça peut être aussi à base de jeu, un question-réponse sur est-ce qu'on se connaît, est-ce que tu me connais, qu'est-ce que tu vois en moi qui te plaît encore, la sortir avec elle au restaurant, passer un peu de temps ensemble. Proposer un peu plus d'intimité. Tout à fait. C'est ça. L'intimité du couple est essentielle. Alors, on va sur une autre question. C'est Zhor, 29 ans, qui nous dit « J'ai du mal à gérer ma vie de mère et de femme. Un conseil ?» Alors, c'est très difficile de gérer les deux. Mais quand on devient mère, il y a quelque chose qui est essentiel. Il ne faut surtout pas qu'on oublie qu'avant d'être mère, on est une femme. Donc, prenez soin de vous. Accordez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce qu'une heure. Ne serait-ce que pour aller faire une sieste quand bébé fait une sieste, ou aller prendre une douche, ou aller au hammam, ou quelque chose qui va vous faire sentir femme. Quelque chose qui va vous donner envie et qui va être votre monde à vous. C'est-à-dire que vous avez le monde de vous et bébé, vous avez le monde de vous et mari, mais il faut votre monde de vous avec vous-même, vous retrouver avec vous-même. Car quand une femme est stressée, quand une femme n'est pas bien, quand une femme a en quelque sorte un burn-out, le bébé le ressent. Complètement. Et après, c'est une déferlante de mauvaises choses, de stress, de nerfs. C'est vrai.
Et c'est pas ce que l'on veut pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, pour les couples qui nous regardent. Merci beaucoup, Sarah Barada, psychologue clinicienne. Alors, le premier bébé peut arriver et perturber la vie de couple. Ça, c'est réglé. Maintenant, quand on a réglé la vie de couple, on a le deuxième bébé qui arrive. Et parfois, quand le deuxième arrive, le grand est jaloux. Et ça, on en parle avec vous tout de suite, Rita El-Ami. Alors Rita El-Ami, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Comment gérer l'arrivée du deuxième lorsque le premier montre des signes de jalousie? Eh bien, on va en parler dans un petit moment. Juste avant d'aller... on va aller voir d'abord. Pardon, je vais y arriver. On fait un petit tour d'horizon. On pose la question à différentes personnes et on revient. Je ne vais rien vous apprendre. Déjà, à l'arrivée de bébé numéro 2, tous les enfants sont jaloux. Pour ma part, mon fils aîné me l'a déclaré en refusant catégoriquement de manger pendant plus d'1 mois. Et quand j'en ai parlé à son pédiatre, il m'a dit que c'était une manière à lui de déclarer sa jalousie. Et donc, j'ai remédié à ça en lui parlant, en lui montrant notre amour pour lui. Ça s'est bien passé, il n'y avait pas de problème. Oui, on a déjà parlé avec eux. On a dit que c'est une petite fille qui va venir avec de la joie. La naissance des seconds garçons, c'est ici de la jalousie, donc de la part des premiers, donc c'est tout à fait normal. Il fallait expliquer donc aux grands que normalement il faudrait avoir d'autres enfants, qu'il doit avoir donc une fraternité, soit sœur, soit frère. Et il a compris donc la chose. Il était extrêmement jaloux, donc on a dû souffrir 2 ou 3 mois. Il pensait qu'il allait lui prendre sa place et il fallait gérer ça, donc la maman et le papa, plus la petite famille. Alors, je ne pense pas que ce soit applicable dans mon cas, vu que ce sont des jumeaux. Ceci dit, vu qu'on fait tout en double, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, jamais eu ce type de problème. Bon, il peut y avoir des petites jalousies, mais c'est normal dans la fratrie. Donc en fait, la bonne solution, c'est d'avoir des jumeaux, comme ça, personne n'est jaloux de personne. Mais sinon, apparemment, dans les autres cas de figure, jalousie dans la fratrie, jalousie pour l'arrivée du second, c'est courant, c'est normal. C'est courant, oui, c'est normal. Alors après, il faut savoir ce qu'on entend par ce mot-là de jalousie et de rivalité, parce qu'on a la jalousie qui est naturelle, qui est, j'allais dire, même constructive, qui est inhérente en fait à la naissance du deuxième enfant, et on a la jalousie pathologique. On en parlera plus tard. Alors, par exemple, la maman qui disait « mon enfant a arrêté de manger pendant 1 mois », ça vous le mettez dans la normale ou la pathologique? C'est normal. Après, encore arrêter de manger, c'est souvent manger moins. D'accord. C'est ça, il faut vraiment aller voir au plus profond. Beaucoup d'enfants, en fait, ressentent de la jalousie à la naissance du deuxième enfant parce qu'ils ont peur. Peur de perdre l'amour des parents. La grande peur, c'est perdre ma place de préférée. De ne pas avoir suffisamment de temps avec mes parents. Et très très souvent, beaucoup d'anxiété et d'anticipation. C'est-à-dire que nous, en thérapie, quand on parle à des enfants, ce que j'entends, c'est « maman ne va plus m'aimer, papa il m'aime moins qu'avant ». Enfin, il y a beaucoup cette notion d'amour et d'affect qui revient dans cette souffrance. Ce qui est tout à fait normal, c'est que certains enfants vont se mettre à imiter bébé, à vouloir avoir un petit biberon, jouer avec des couches. Tout ça, c'est une jalousie qui est, j'allais dire, spontanée et normale. Il faut laisser l'enfant quand c'est... Oui. Mais pour les parents, on a plus l'impression que notre enfant régresse. Alors là, la régression, c'est autre chose. La régression, c'est-à-dire que l'enfant, il a été à un niveau, par exemple au niveau de tout ce qui est propreté, ça peut être marche, motricité, etc., et qui fait un recul en arrière. Par exemple, ça peut être le cas d'un enfant énurétique, un enfant qui a été propre, complètement pendant 1 an ou 2, et à l'arrivée du bébé, il se remet à faire pipi au lit. Ça, c'est de la régression. C'est un enfant, par exemple, qui mangeait correctement des aliments durs, et à l'arrivée du bébé, il rejette complètement la nourriture, il ne veut prendre que des biberons. Là, on parle de régression. Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond qu'un enfant qui veut juste jouer avec des couches ou dormir dans le lit du bébé. Mais pour cette histoire de régression, est-ce qu'il faut consulter ou pas? Est-ce que ça, c'est profond ou ça reste
quand même dans la jalousie. Ça reste une jalousie qui est normale. Jusque-là. Il faut juste, bien sûr, que ça ne porte pas atteinte à l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir que notre enfant n'est pas dans son état normal, qu'il fait des cauchemars la nuit, qu'il pleure, que ça a touché à tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire qu'il développe des troubles alimentaires, ça peut être même de l'anorexie, hein, on a déjà vu ça, qu'il devient dans l'orthorexie, je ne veux pas manger ça, je veux manger ceci, c'est-à-dire qu'il devient très, très méticuleux, enfin, qu'il change complètement de comportement, ou qu'on ait des plaintes de l'école, qu'est-ce qu'il a votre enfant, il ne parle plus à ses copains. Voilà, c'est des choses comme ça qui doivent appeler à consulter. Sinon, si c'est juste une jalousie, on verra tout à l'heure ce qu'il faut faire, c'est passager, c'est souvent passager. Alors, justement, qu'est-ce qui fait que ça peut être aussi dramatique et radical chez un enfant? Comment vous expliquez le fait qu'un enfant puisse vivre aussi mal l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? Alors, il y a bien sûr des choses qui viennent de l'enfant lui-même, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi ce qui est au plus profond de tout ça, c'est justement les projections parentales. Il faut savoir que quand on a 2-3 enfants dans une famille, inconsciemment, chacun des deux parents va projeter son identité sur un des enfants. C'est-à-dire que ça, c'est mon enfant et l'autre inconsciemment, c'est l'enfant de papa. Donc, en fait, la maman, elle va choisir, c'est inconscient, hein, tout ça, un des enfants, soit parce qu'il lui ressemble, soit parce que cette petite lui rappelle quelque chose d'elle-même, etc. Elle va se projeter en elle. Et quand on parle de projection, projeter les désirs, projeter peut-être la féminité, les envies, les rêves, les désirs. Enfin, c'est comme une projection, c'est assez lourd, c'est porteur quand même de sens et ça va très loin. Ça touche à l'avenir de l'enfant, c'est-à-dire, je veux que ma fille, par exemple, soit médecin parce que moi, je n'ai pas pu être médecin. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, ça va vraiment très loin. Le papa, de son côté, inconsciemment, il y a un choix qui est fait auprès d'un des enfants. Et ça, les enfants le ressentent très tôt. Ils le ressentent et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits qui en réalité sont le conflit des parents. Waouh, c'est presque de la science-fiction. Oui, mais c'est la réalité. Donc en fait, ce qu'il faut faire justement, c'est déjà de prendre conscience, de se dire, oh là, j'ai peut-être un petit penchant pour une de mes filles, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention, je suis peut-être un peu plus dure avec le garçon. Il faut déjà essayer d'être, on ne peut pas être exactement identique avec tous les enfants, mais au moins qu'il n'y ait pas de choses, j'allais dire, ça, c'est quand la jalousie est très forte. La jalousie est forte. C'est qu'il y a une remise en question qui doit se faire de la part des parents. C'est ça. Et aussi les comportements. C'est-à-dire que les parents, souvent, ils vous disent on se comporte avec nos 3-4 enfants de la même manière. Alors ça, c'est pas possible. Parce que chaque enfant est né à une période donnée, avec un état d'esprit des parents, avec une psychologie donnée des parents, etc. Et souvent, les comportements ne sont pas les mêmes. Et les enfants, dans la fratrie, quand il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité, là, les parents doivent se remettre en question. Quand on fait des comparaisons entre les enfants, des enfants tout petits, hein, qui sont par exemple au CP, et qu'on lui dise pourquoi tu ne travailles pas comme ton frère ? Pourquoi ton frère n'oublie pas ses affaires chez sa grand-mère et que toi, tu as toujours oublié ta veste et tes affaires? Pourquoi ceci? Alors déjà, toutes ces comparaisons, elles instaurent la rivalité et elles font en sorte qu'elles se consolident. Donc au-delà de la jalousie à l'arrivée, c'est une rivalité qui va s'ancrer. Elle va s'ancrer, elle peut rester jusqu'à l'âge adulte. Alors, pour dépasser une petite jalousie à l'arrivée du petit deuxième, qu'est-ce que vous proposez aux parents? Alors, beaucoup de choses. La première des choses, c'est déjà de préparer l'enfant, de lui expliquer qu'il a sa place. Ça, c'est vraiment important. Et de lui dire, écoute, c'est pas parce que tu as un bébé qu'on va plus t'aimer ou qu'on va t'aimer moins. On a beaucoup d'amour à donner, donc il y a de la place, on peut te donner de l'amour. Et surtout, il faut le consolider dans sa place de grand, sans pour autant en faire un adulte. C'est ça. Parce que des fois, on a des enfants de 4 ans, un bébé qui va naître de 1 an, et le garçon, par exemple, de 4 ans, on va vouloir en faire un adulte. Comporte-toi comme un grand, sois sage comme un grand, assis-toi. Ah ben non, il faut le laisser aussi, il est encore petit, il a le droit de vivre son enfance. Donc il ne faut pas le pousser à devenir le grand, mais plutôt il faut lui apporter ça comme étant un privilège. Autre chose, il faut le laisser imiter la maman. Par exemple, si c'est une petite fille, lui acheter une poupée, des habits, des couches, etc. Et lui dire, écoute, moi je vais changer par exemple ta sœur et toi tu peux jouer avec ta poupée, tu peux faire comme moi. Donc il faut un petit peu essayer de rapprocher l'enfant, de ne pas l'écarter. Par ailleurs, dans le discours qui est très important, il faut essayer de ne pas toujours mettre bébé dans tout ce qu'on dit. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, au lieu de dire on va sortir après que ton frère se soit réveillé à 17h pour aller, j'en sais rien, au jardin, on va dire on va partir à 17h après qu'on ait pris le goûter ensemble, on va partir au jardin. Il ne faut pas que l'enfant sente que c'est le bébé qui est au centre du monde et que c'est lui qui
prend toutes les décisions alors qu'il vient d'arriver. Vous avez raison. Donc ça, c'est, on va dire, les choses les plus importantes. Il faut aussi faire un retour en arrière, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut prendre le temps d'imprimer toutes les photos du premier enfant pendant la grossesse de la maman, s'il y a des photos avec le bébé qui allait. Il faut que l'enfant, qu'il ait un album dans sa chambre à coucher avec lui, bébé. Il faut qu'il puisse aussi se retrouver et dire « Ah, ben maman aussi, elle faisait avec moi ce qu'elle fait aujourd'hui avec mon petit frère ou ma petite sœur. » Alors, nous avons aussi, bien sûr, des réactions, parce que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de parents, justement, qui préparent l'arrivée d'un deuxième. On revient sur les questions des téléspectateurs, mais juste après une courte pause. À tout de suite. Et voilà, nous sommes revenus comme promis pour continuer cette émission avec vous et pour vous et avec différentes spécialistes. J'ai un tour de table féminin. C'est pas fait exprès, hein, voilà. Docteur Nora Sofi, radiothérapeute, avec vous dans un petit moment. On va parler des déodorants. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Vous allez nous répondre justement à cette question. Rita Alami, psychologue, psychothérapeute, on vous retrouve dans une fraction de seconde. Mais avant, je présente Sarah Barada, psychologue clinicienne, un peu plus qu'une fraction de seconde. Avec vous, il y a quelques instants, on a parlé de ces couples secoués par l'arrivée de leur premier enfant. Ensuite, on a dit, ça on le règle pour les gens, on l'a réglé pour les couples. Ensuite, ils se décident à avoir un deuxième. Maintenant, l'arrivée de ce deuxième va venir perturber l'aîné, le premier enfant. Et donc, ça crée des jalousies, on en parlait avec vous. Et là, nous sommes arrivés aux questions des téléspectateurs. Zineb, 24 ans, nous dit « Mon fils aîné veut systématiquement taper son petit frère. Est-ce que c'est normal ?» Alors non, ce n'est pas normal. C'est clair que ça dénote d'une jalousie qui est là, mais ça montre aussi qu'il y a une absence de règles. Et parmi les conseils qu'on peut aujourd'hui donner aux parents, c'est que très tôt, mais vraiment dès l'arrivée du second enfant, on explique au grand, même s'il a 2 ans, qu'il n'a pas le droit de toucher, de taper ou de frapper. Et il faut être extrêmement strict sur ces règles-là. Donc ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne va pas pardonner ça uniquement parce que derrière, il y a de la jalousie. On n'a pas à rentrer là-dedans. Parfait. Deuxième question. Je suis enceinte de mon deuxième enfant et le plus grand refuse catégoriquement de me toucher le ventre. Comment le rassurer? Ijlal, 25 ans. Il faut respecter ça. Peut-être que ça lui fait peur, peut-être qu'il ne sait pas trop ce qui se passe dans le ventre, comment ça se passe. À mon avis, il sera beaucoup plus rassuré à la naissance, quand il verra le bébé et qu'il comprendra qu'il est complètement humain. Parce que là, on ne sait pas ce qu'il imagine dans sa tête. Donc, je pense qu'il faut respecter ça. Parfait, donc on ne l'embête pas plus que ça. Non, on ne l'embête pas. Merci beaucoup Rita Alami, merci infiniment. Là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause au niveau de notre plateau et d'aller retrouver Atman. Atman, on va dire, c'est notre cobaye, le cobaye de l'émission, mais il le fait tellement bien, il prête son corps à la science. Je rigole, une façon de le taquiner. Aujourd'hui, ce qu'il va tester pour nous, c'est la réflexologie plantaire. Apparemment, tout notre organisme est restitué au niveau de la plante de nos pieds. Et donc, apparemment, on peut soigner, soulager plutôt, pas soigner, mais soulager nos organes à travers des manipulations au niveau de la plante des pieds. Quelqu'un a déjà testé réflexologie plantaire? Non. J'ai testé ça. Oui, efficace? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien? Il faut le répéter à chaque fois. Pardon? Il faut le répéter à chaque fois. Alors, on va voir justement comment Atman l'a vécu et on revient en plateau pour continuer la discussion. À tout de suite. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de tester pour vous la réflexologie et notamment la réflexologie plantaire. Alors on en connaît tous évidemment les vertus, mais est-ce qu'on en ressent les bienfaits dans l'immédiat? Et c'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre centre. Vous êtes les bienvenus. Alors en quoi consiste la réflexologie de manière générale? Elle consiste à stimuler des points qu'on appelle zones réflexes qui ont un accès vers toutes les parties du corps. La réflexologie, est-ce qu'elle est conseillée pour tout le monde? La réflexologie est conseillée à tout le monde, à tout âge. Il y a des cas particuliers où on déconseille de pratiquer la réflexologie. Par exemple, des problèmes sévères circulatoires, des problèmes de cœur. La plante de pied, ce sont des terminaisons nerveuses du corps entier. Donc, il y a des points spécifiques qui ont un rapport direct avec un organe
correspondant. D'accord. Et donc la réflexologie, donc, elle a beaucoup de bienfaits. La réflexologie, c'est un acte naturel qui apporte beaucoup au niveau antidouleur. Ça libère les blocages, ça stimule le système lymphatique, circulatoire. Alors comment se déroule une séance classique de réflexologie plantaire? Je peux en parler pendant des heures et des heures. Le mieux, c'est de passer en cabine pour vous faire une séance de réflexologie. Très bien, c'est parti. Avec plaisir. On y va tout de suite alors. Alors c'est parti pour la séance de réflexologie. Bonjour. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors comment se passe une vraie séance de réflexologie plantaire? On va réchauffer tout d'abord la plante des pieds et les pieds. Ça fait du bien mais ça chatouille un peu. Parce que vous êtes un peu stressé, c'est pour aussi. ça. On va essayer de stimuler chaque point qui est relié à chaque organe dans notre corps. Quand on nous parle de cartographie du pied, c'est parce que ça reprend toute la cartographie du corps en fait. Du corps, oui, c'est ça. Il y a là des points qui sont reliés, les yeux, les oreilles. Là, c'est les épaules. Là, au milieu, il y a l'abdomen, il y a le plexus solaire, il y a la rate. Ah, j'ai senti un point à la rate. Oui. Là, c'est le bas du corps. Par exemple, là, il y a le dos, il y a les intestins, l'intestin grêle et le grand intestin. D'accord. Et là, c'est le dos. Cette partie-là, c'est la colonne vertébrale. Maintenant, on va travailler avec des pressions comme ça pour soulager les mal de dos. Et donc, ça doit normalement stimuler de l'énergie ou plutôt me relaxer? Pour relaxer, détoxifier votre corps et améliorer le système nerveux. Et combien de temps elle dure la séance normalement de réflexologie? 1 heure à 1 heure et demie, ça dépend de l'état de la personne. D'accord. Donc je vais sortir tout relaxé. Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors moi, je vous donne rendez-vous dans une petite heure. Je vais en profiter pour me relaxer le dos grâce à la réflexologie des pieds. Monsieur Hitman. Monsieur Hitman. Ça va? Vous allez bien? Bien reposé? Très bien reposé. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi en fait. Mais merci beaucoup, ça m'a fait un bien fou. Je sens mes jambes qui sont toutes légères. Et si je devais donner un adjectif pour décrire la réflexologie, j'irais le mot zen ou zénitude. En tout cas, je recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent cette activité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour essayer quelque chose de nouveau. Yasmine, je te rends l'antenne. Et moi, je vais me reposer encore un petit peu. Eh bien, je peux te dire que tu fais des envieuses ici. Hein. On était toutes envieuses de ta relaxation, Hitman. Alors, ça donne envie. Hein. Oui, tout à fait. Oui, franchement, c'est un bon test. Hein. Il s'est bien amusé. Parfait. Alors, on va parler de quoi? Ah oui, les déos. Vous allez nous répondre à cette question, docteur Nora Sophie, dans notre rendez-vous santé d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Docteur Nora Sophie, vous êtes radiothérapeute. Le point avec vous sur les déos, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est cancérigène? On a entendu un petit peu de tout. Maintenant, qu'en pensent véritablement les Marocains? Petit tour dans les rues de Casablanca et on revient. Dangereux, je ne sais pas, mais moi personnellement, j'utilise des déodorants sans parabènes, sans alcool, sous le conseil de ma dermatologue. Donc oui, peut-être que si on nous conseille de les prendre de telle sorte, ça veut dire que ça peut être dangereux pour nous. Personnellement, je n'ai pas une sensibilité au déodorant, donc ça ne me pose pas de problème. Mais effectivement, il y a certains gens qui ont une sensibilité au déodorant et qui préfèrent utiliser des produits bio. Il y a même maintenant des déodorants qui sont bio. Tous les déodorants sont très dangereux pour la santé, pour une simple raison. Les gens qui font du sport et transpirent beaucoup, ils ne peuvent pas les mettre parce que les pores sont ouverts. Donc là, il peut attraper une maladie rapidement. Oui, j'utilise les déodorants, mais je ne sais pas qu'il y a un autre choix. J'utilise des déodorants, mais je sais bien que c'est pas bien pour la peau, mais il y en a des déodorants qui sont sans alcool et tout. Ouais. Je pense que c'est dangereux, d'accord, vu que ça contient en fait des matières toxiques, d'accord, pour la santé. Donc je fais l'effort en fait de choisir des déodorants qui ne contiennent pas des produits toxiques comme l'aluminium.
C'est incroyable, tout le monde est unanime. Les déos sont dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'alternative. Maintenant, c'est surtout par rapport au choix du produit. Vous êtes d'accord avec ce que pense la population? Est-ce que les déos sont dangereux, docteur? C'est-à-dire qu'il faut appliquer la prudence. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas un débat qui est encore tranché. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études menées chez l'homme avec des niveaux de preuve élevés qui a pu établir un lien entre déodorant, c'est-à-dire l'un des constituants, le sel d'aluminium, et le cancer. Et notamment le cancer du sein chez la femme. Exactement. Parce que ce qui est en effet incriminé, c'est les sels d'aluminium. Exactement, exactement. Bon, on sait tous que le sel d'aluminium, qui est un métal lourd, qui est une molécule chimique, ça existe naturellement dans l'environnement. Ça fait partie c'est l'un des constituants de la croûte terrestre. Donc, il est présent dans les aliments, dans l'eau potable. Il est présent aussi dans ces constituants-là, les cosmétiques, notamment le déodorant, parce qu'il a un profil physique. Il va s'associer, c'est-à-dire ces sels vont s'associer aux amas de cellules mortes. Ils vont créer un bouchon qui va obstruer ces pores, et donc on aura moins de sudation. Il a aussi un effet bactéricide, donc il va neutraliser les odeurs. Et la relation, c'est-à-dire la relation qui s'établit entre déodorant et cancer du sein, c'est une relation premièrement de territoire. On sait qu'on va étaler ce déodorant. Par rapport à la région. Exactement. On va étaler ce déodorant dans une région qui est à proximité de la glande mammaire et de certains relais ganglionnaires de cette glande. Donc, ce qui fait cette relation-là, il est toujours pointé du doigt comme responsable. C'est ça. Mais puisque vous dites que c'est quelque chose qui existe dans la nature, exactement. Alors pourquoi on incrimine les sels d'aluminium? Parce qu'il y a eu pas mal d'études. D'accord. Il y a eu des études, les premières études ont été faites en 1976, mais qui ont incriminé les sels d'aluminium dans la maladie d'Alzheimer, premièrement. Et puis, les chercheurs ont constaté, avec l'augmentation dans les registres de cancer, qu'il y a eu une incidence croissante des cancers du sein qui était plus alarmante que cette incidence croissante, elle est plus manifeste chez les femmes jeunes de moins de 35 ans. Ça, c'est inquiétant. Et puis, avec la découverte que sur certaines cellules cancéreuses, il y a un dépôt d'aluminium plus important à proximité des aisselles par rapport au reste du corps. Donc, il est toujours pointé du doigt, mais on n'a pas d'études vraiment faites, c'est-à-dire chez l'homme, parce que les études qui ont été faites, ils ont été faites sur des cellules mammaires qui proviennent des souris. Ils les ont exposées 4 à 6 mois aux cellules d'aluminium. Elles sont devenues cancéreuses. On les a injectées ces rongeurs, et puis ces cellules cancéreuses sont devenues très agressives et elles ont donné des métastases rapidement. D'accord. Et ce n'est pas suffisant pour trancher? Ce n'est pas suffisant pour trancher. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut des études qui soient menées chez l'homme. Et il faut bannir, c'est des études, il n'y a pas d'études quantitativement et qualitativement faisables jusqu'à ce moment. C'est-à-dire qu'il faut bannir toutes les sources des sels d'aluminium. On sait déjà que les sels d'aluminium, ça existe dans les aliments, dans l'eau potable qu'on boit tous les jours, dans les ustensiles de cuisine, par exemple, dans les emballages. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas étudier seulement les sels d'aluminium qui proviennent des déodorants. Mais c'est peut-être, pardon de vous interrompre, c'est peut-être parce que la pulvérisation est dirigée vers une zone précise, celle des déodorants, contrairement à l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, c'est-à-dire que les utilisateurs des déodorants qui contiennent les sels d'aluminium ne vont pas faire automatiquement un cancer du sein et vice-versa. Donc il y a déjà un profil génétique dans le cancer du sein. Peut-être, je dis peut-être, peut-être qu'il faut étudier c'est-à-dire l'utilisation de ces déodorants chez les femmes qui sont prédisposées à faire des cancers du sein, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des cancers familiaux de cancer du sein chez eux. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'étude qui a été faite dans ce sens. Mais cela dit, est-ce qu'il faut prendre certaines précautions quand on utilise son déo? C'est-à-dire celle de magnésium, il est connu génotoxique, mais à des doses très importantes. C'est-à-dire qu'il faut une concentration très élevée. De magnésium dans le déo? Non, c'est-à-dire dans l'organisme. Dans l'organisme. Et c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, on sait que l'aluminium ingéré, il va passer dans les selles, c'est-à-dire 95% va passer dans les selles, il ne va pas dépasser la barrière intestinale. Les 5% qui restent, 83% de ces 5% vont être éliminés dans les urines. C'est-à-dire le magnésium qui reste dans le corps, il va être absorbé par les os, principalement, par les poumons,
et par le foie. Et ce produit-là est dans le déodorant? Non, il n'est pas dans les déodorants. C'est seulement 0,012% passe par voie sous-cutanée. D'accord, mais l'idée c'est comment on peut se protéger? Alors, vous dites le déo n'est pas cancérigène, mais est-ce qu'en l'utilisant, il faut quand même faire attention? Oui, il faut faire attention parce que maintenant, il y a des réglementations établies par l'autorité de santé qui limitent la concentration de ces sels d'aluminium à 0,6% et qu'au-delà, il faut faire très attention. Par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que automatiquement, on n'a pas ces informations sur l'emballage. D'accord. Et puis, il y a la Commission de Bruxelles qui n'établit pas qui n'impose pas de seuil. Le seuil peut arriver à 5%. C'est un sujet à controverse, c'est-à-dire on n'a pas des règles à suivre de près. Mais par exemple, on parle de distance, de vaporisation. Il ne faut pas vaporiser de façon très près, mais éloigné. Très près ou éloigné pour juste après une épilation. Oui, exactement, ça c'est vrai. Juste après, quand la peau est lésée, qu'il y a des microfissures et des microtraumatismes, donc ça augmente l'absorption de ces sels d'aluminium. Et l'absorption, elle est 6 fois plus. Donc c'est parmi les précautions à prendre établies par l'autorité de santé. Voilà. D'accord. Et la pierre d'Alain? Comme alternative? Oui, c'est comme alternative. Alors, il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais on sait que ce n'est pas le même composant. Il y a la naturelle, il y a la synthétique, l'industrielle. Et puis, la naturelle, elle est composée de sulfate d'aluminium, de sulfate de potassium. On n'a pas d'études sur ça, donc, mais il faut rester prudent. Parce que c'est un rocher, ça va contenir une partie minime de sel d'aluminium. On ne sait pas à combien, mais je pense qu'il faut être prudent là-dessus aussi. Voilà, mais les gens se disent à partir du moment où c'est naturel, c'est à l'état brut. C'est peut-être mieux, mais je dirais qu'il faut rester, tant qu'on n'a pas d'études, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mesdames, une question, Rita? Une question à notre docteur Sophie par rapport à ce sujet? Moi, je me sens un peu perdue. Il faut faire quoi, en fait? Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore tranché, donc il faut vraiment être prudent, c'est-à-dire éviter l'utilisation de déodorants antitranspirants si on n'a pas de problème de transpiration. Donc, déjà, pour la thermorégulation, pour la libération de toxines, c'est mieux d'utiliser un antitranspirant qui a une action bactéricide seulement pour éliminer les mauvaises odeurs. Et par la suite, il faut toujours chercher dans les emballages s'il y a un sel d'aluminium. Ça peut exister sous plusieurs noms, zirconium, chlorhydrate d'aluminium, etc. Et il faut passer au moyen naturel, bicarbonate de soude. Ça marche très bien pour éliminer les odeurs. Et puis, il y a d'autres moyens esthétiques comme l'injection de la toxine botuliниque. Il y a aussi les ondes électromagnétiques pour les gens qui ont des problèmes de transpiration. Mais ceux qui n'ont pas de grands problèmes, on peut utiliser un déodorant sans sel d'aluminium, si on existe. Sans parabènes? Sans parabènes aussi, parce que ça aussi, c'est incriminé aussi. Parabènes, aluminium. Mais en général, ils remplacent ça par autre chose. Et après, dans quelques années, on va nous dire que ça aussi, c'est pas bon. Exactement. Bref, donc... Il faut rester vigilant. Et se doucher très souvent. Exactement, voilà. Si on a un problème. Allez, on va aller sur les questions des téléspectateurs. On a Zakaria, 33 ans, qui nous dit: le déo en stick est-il moins dangereux qu'en aérosol? Le stick est-il moins dangereux que l'aérosol? Moins dangereux, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il soit stick ou autre, pour moi, est-ce qu'il contient des sels? C'est les contenants sur lesquels je vais faire attention, pas la composition du déo. Exactement, la composition. Et on a une dernière question de Najat qui nous dit: utiliser le parfum comme déo, est-ce que c'est dangereux? Vaporiser son parfum au niveau des aisselles? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas quelle est la constitution du parfum. Mais je pense que c'est sur les aisselles, parfum sur les aisselles. C'est ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça serait dangereux. Il faut vérifier la composition. C'est vrai. C'est une question de... En tout cas, comme vous le dites, rien n'est encore tranché. Il faut être prudent, faire attention aux produits qu'on utilise et à leur composition. Mesdames, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Docteur Nora Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes radiothérapeute, Sarah Brada, psychologue clinicienne, et Rita Alami, psychologue, psychothérapeute. Les pieds de Atman, on les laisse reposer aussi après cette belle séance de réflexologie plantaire. Merci à toute l'équipe, un peu partout à Tanger, à Casa et à Rabat. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.